Bonjour Michel Ambarek. Bonjour. Pendant 10 ans, magazine Best, grand spécialiste du rock'n'roll, une vingtaine de romans. Voici Jim Morrison et le diable boiteux. Jim Morrison, c'est un roman parce que le roman du rock'n'roll, le roman d'une vie, c'est une voix qui est restée inoubliable encore aujourd'hui, incroyablement présente. C'est Jim Morrison, écoutez ça un seul instant. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. Et vous, Michel Ambarek, vous imaginez, et c'est une rencontre qui a bien eu lieu, une rencontre entre Jim Morrison et Gene Vincent. La rencontre a vraiment eu lieu, oui. Jim Morrison vouait un culte absolu à Gene Vincent, qu'il avait vu à la télé pour la première fois alors qu'il avait 13 ans. Gene Vincent était déjà une star. Il faut dire deux choses, c'est qu'ils ont que 7 ans de différence. Et l'un a été une star à 16-17 ans, l'autre beaucoup plus tard à 24 ans. Et en fait, ils sont de la même génération. Alors, vous l'appelez le diable boiteux, c'est le titre du livre, Jim Morrison, le diable boiteux, c'est évidemment Gene Vincent, parce qu'il a une jambe atrophiée par un accident de moto. Oui. Il est au bout du rouleau. Alors quand ils se rencontrent, il est déjà au bout du rouleau. Il lui reste plus beaucoup de force. Ils se rencontrent donc fin 68 ou début 69 à Los Angeles. Et Gene Vincent est en très piteux état. Et Jim Morrison voit un culte pour Gene Vincent. Ouais. C'est pas connu ça. Oui, alors, on va la faire courte, mais entre autres, le pantalon de cuir de Jim Morrison l'a emprunté à Gene Vincent, ce cuir. Et c'est le premier émoi rock de Jim Morrison, c'est Gene Vincent. Voilà, à la télé, quand il est tout môme. Et depuis, il a jamais renoncé à ce culte, quoi. Alors on a Gene Vincent qui rêve de faire un retour, on le ramène toujours à Bebop Lula, il voudrait chanter des chansons sentimentales mais personne n'en veut. Et puis en face il y a Jim Morrison qui lui est une star immense, mais lui il aurait voulu faire du cinéma, il voudrait faire de la poésie, il veut faire autre chose. On a la rencontre de deux types totalement prisonniers de leur mythe. On a Morrison qui n'en peut plus des concerts qui se terminent en émeute, qui n'en peut plus d'être traqué par la presse qui se repaît de ses frasques multiples et diverses. Et puis on a Gene Vincent qui, lui, quasiment rêve de faire crooner à Las Vegas, quoi. Chanter Bebop et Lula en cuir noir avec le poing ganté, le médaillon et tout, dans des salles pourries en Angleterre ou en France, il n'en peut plus non plus. Mais il peut pas vivre autrement. Donc on a la rencontre de deux types qui sont prisonniers de leur mythe. Oui, et donc c'est un roman. Au-delà de ça, vous imaginez un Midnight Rambler, c'est-à-dire un animateur de radio, qui va raconter finalement cette histoire. Et à travers cette rencontre, on va croiser tout ce qui s'est passé pendant ces années-là. Il y a le Vietnam, il y a les assassinats de Richard Manson. Ouais, alors... Le roman, parce que c'est un roman et pas une biographie, le roman raconte cette période charnière où on passe du rêve hippie à la reprise en main par les républicains de la jeunesse et qui utilise l'affaire Manson, qui utilise au travers des médias l'affaire Manson et le procès de Miami où est jugé Jim Morrison, soi-disant pour exhibition, qui utilise entre autres ces deux faits divers pour retourner l'opinion publique contre la jeunesse hippie qui conteste la guerre du Vietnam. La jeunesse tout court, pas seulement les hippies, parce que les hippies c'est quand même très localisé en Californie. Oui, alors derrière tout ça, il y a Elvis Presley. Qui continue, qui est toujours là. Ce mythe. Et au fond, le regard que porte Jim Morrison sur Elvis, c'est important aussi. Alors, Jim Morrison, pour lui, Elvis, c'est pas... Enfin, pour lui, c'est vraiment le passé. Il n'a pas une très grande considération pour Elvis, tout en reconnaissant le rôle qu'il a eu. Oui. Il a eu 12 ans plus tôt. Mais Elvis fait son comeback. Juste à ce moment-là. Oui, en pantalon de cuir. Et là, oui, mais là, Elvis... Il explose tout le monde dans ce comeback. Il n'y en a plus que pour lui, quoi. Il revient. Donc Morrison, il est quand même un peu jaloux, il faut le reconnaître. Quant à Gene Vincent, lui, non, pas du tout. Il aime bien Elvis. Pour lui, Elvis, c'est un bon gars. C'est un gars du fin fond de la brousse qui a réussi. Quand ils se sont rencontrés, Elvis a été plutôt gentil avec lui a fait des compliments. Donc ils ont deux visions opposées sur Elvis.
Mais en même temps, c'est pas ça qui va les séparer. Ils vont continuer qu'à un cas leur route en se voyant de temps en temps. Mais il faut dire qu'on a quand même que Morrison vraiment a fait de gros efforts pour essayer d'aider Gene Vincent. Il l'a imposé à l'affiche du Festival de Toronto. Il a donné de l'argent. Ouais, il a payé le studio pour une partie. Il a joué de ses relations pour lui trouver un label. Il a payé une partie des sessions pour enregistrer le dernier album, ce qui prouve qu'il avait bien une admiration sans borne pour... C'est une rencontre complètement incroyable que vous racontez, Michel Ambarrek. C'est finalement symbolique aussi de quelque chose, d'un monde qui se meurt. Oui. Ces deux personnages se rencontrent à un moment où le monde est en train de basculer, oui, absolument. Oui, le monde se meurt, et eux vont mourir aussi. Et eux, il y a ce drame aussi. Eux vont mourir à très peu de temps d'intervalle, puisque Morrison meurt à Paris début juillet 71, et Gene Vincent meurt à Los Angeles en octobre. Oui. Alors, Gene Vincent meurt dans quelles conditions? Gene Vincent, il meurt d'alcoolisme, hémorragie interne. Buvez, vous dites quoi, 10 bouteilles par jour de martini, c'est ça, hein? D'après son manager français de l'époque, 7 bouteilles de martini par jour. Et alors, Jim Morrison, là, vous avancez une thèse extrêmement importante sur sa mort. Vous dites qu'il a été assassiné par overdose. Alors, j'explore une piste. Cette piste, j'ai été longtemps journaliste de faits divers, donc je vois le mal partout. Cette piste, elle vient de 2 sources. La source du garde du corps de Morrison, qui explique que Morrison ne se piquait pas lui-même. Donc, c'était quelqu'un, lui faisait son shoot d'héroïne. Et puis, il y a le PV d'interrogatoire de Pamela, la compagne de Morrison, le lendemain de la mort de Jim, où ce PV est totalement mensonger, quoi. Elle cherche à dissimuler des choses. Totalement. D'abord, elle ne dit pas qui il est. Elle l'appelle James Douglas Morrison, qui est... elle ne dit pas qu'ils sont mariés, parce que moi, je soutiens qu'il y a eu un mariage en 66. Elle ne dit donc pas qui il est, qu'il est le chanteur des Doors. Elle se domicilie aux États-Unis chez sa sœur alors qu'ils vivent ensemble. Et surtout, elle dit il y a un témoin, mais ce témoin, elle donne un nom, le nom marital de ce témoin. Elle parle d'Agnès Demy. Et Agnès Demy, ça dit. C'est Agnès Varda. C'est Agnès Varda, voilà, la cinéaste. Oui. Donc, comment les enquêteurs peuvent-ils faire un lien entre ce James Douglas Morrison... Oui, mais pourquoi alors, Michel Ambarek, pourquoi faire ça? Parce qu'il y a le fameux Jean de Breteuil qui est accusé, notamment Marianne Faithfull l'a accusé d'être celui qui fournissait la drogue et d'avoir tué, mais sans le vouloir, dit-elle, Jim Morrison. Vous dites que ça aurait pu être intentionnel. Pourquoi? Pour une histoire d'héritage? Parce qu'on est dans une histoire de ménage à 4. Il y a Jim, il y a Pamela, il y a Jean de Breteuil, et il y a une autre femme, une artiste new-yorkaise dont Jim est éperdument amoureux, qui a été enceinte de lui, qui a avorté pendant le procès de Miami. Et depuis Paris, Jim lui écrit régulièrement « Tu vas pouvoir me rejoindre à Paris ». Avec Pamela, et Pamela est l'héritière de Jim. Et je pense qu'elle le savait, qu'elle connaît l'existence de cette femme, ça c'est sûr. Et je pense qu'elle est au courant de l'invitation que Jim fait à Patricia. Elle s'appelle Patricia, cette femme. Donc, elle se dit, s'il me quitte et qu'il m'enlève du testament et que je suis plus son héritière, qu'est-ce que je deviens? Parce qu'elle a besoin donc elle demande à le faire tuer, c'est ça que vous dites? Non. Je ne dis pas qu'elle demande à le faire tuer. Je dis que Morrison meurt dans les toilettes du Rock'n'Roll Circus, on en est sûr. Il ne se piquait pas tout seul. Donc, avec qui était-il? Son fournisseur est l'amant de Pamela. Tous ces gens se croisent, se côtoient, se fournissent de la dope, se défoncent ensemble. Alors, assassinat ou pas? C'est ça la question, Michel Ambarek. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il va quitter la maîtresse
Et il va quitter sa compagne qui en même temps est la maîtresse du dealer et compagne qui est en même temps sa légataire universelle et à qui il a tout donné par testament. Et il a une autre femme dans sa vie dont il est éperdument amoureux. Non seulement il en est éperdument amoureux, mais c'est quelqu'un qui peut lui être très utile pour la suite de sa carrière de cinéaste ou de poète. Morrison, c'est pas un grand témoin de moralité. Hein. C'est un type qui sait pertinemment que Patricia peut l'aider. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est mort, sauf Patricia. Ils vont tous mourir. Alors, autre dernière chose, d'overdose, tous. Pamela, Jean de Breteuil. Tout le monde, sauf Patricia. Mais quelque chose... Morrison noircissait des carnets toute la journée. Il parlait ou il écrivait sûrement dans ses carnets des choses au sujet de Patricia. Et pourquoi, après la mort, dans les heures qui suivent la mort de Morrison, pourquoi Pamela a-t-elle brûlé tous les carnets ? Elle brûle les carnets de poésie de son homme. C'est étrange comme truc quand même. Merci beaucoup, Michel Lambarec. Jim Morrison et le diable boiteux, c'est donc un roman tout à fait fascinant chez l'Archipel qui est publié. Merci d'avoir été notre invité. Bonsoir.